Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette review sur Saint Seiya Santia Show, l'épisode 10, les amis, le dernier épisode du premier arc potentiel de Santia Show. Une conclusion en apothéose par rapport au reste de la série, j'ai envie de dire, hein, c'est à la hauteur vraiment de ce qu'on attendait, c'est-à-dire plus grand chose malheureusement. On est parti, on commence avec l'opening. Un opening qui nous résume tout simplement, grossièrement, les 9 premiers épisodes en mettant un tout petit accent sur la manière vraiment dont Eris est revenu sur Terre. J'ai trouvé l'idée d'enfermer un ennemi dans une comète qui a du coup une orbite, etc. assez intéressante. Là, pour le coup, elle s'est désagrégée. On voit qu'Eris arrive sur Terre. Concrètement, une scène sympathique, mais complètement dispensable. Franchement, avec le peu de temps de ce dernier épisode de nouveau, on va reparler bien sûr des forces et des faiblesses de cet épisode tout au long de cette vidéo, mais là, cette scène-là aurait été largement dispensable. Ils auraient pu nous montrer autre chose, on le savait déjà, quelque part ce qu'ils nous disent en plus, on s'en fout un petit peu. C'est sympa à savoir, mais ça n'apporte rien. Et l'épisode commence donc sur la reprise de la scène Macbeth, si on peut dire, selon moi vraiment une des scènes au niveau esthétique qui est une des meilleures de la série. Vraiment un des plans qui est un des plus inspirés. Pour moi, de Santia Show, j'ai adoré ce plan vraiment. Je pense qu'en poster, ça doit bien rendre. Bien sûr, c'est le face-à-face de Eris et de Shoko. Dans un premier temps, à nouveau, une proposition de Kyoko qui demande à Shoko si elle veut pas plutôt la rejoindre et soutenir Eris, sa sœur, hein, enfin la réincarnation d'Eris, sa sœur, plutôt que de la combattre et de mourir. Ça aussi, on l'a déjà vu 2 ou 3 fois, ça n'apporte rien de spécial de plus, c'est un peu filler. On va reparler de l'esthétique et tout ça dans une partie dédiée uniquement à ça. Il y a ce petit face-à-face, Shoko qui fait bien comprendre à Kyoko, Eris Kyoko, que non, elle va pas aller dans son camp, elle l'attaque. Et là, eh bien, on a l'arrivée du non-Big Five. Je vais l'appeler le non-Big Five, pourquoi Donc il y a bien sûr Mi, Xiaolin, Katia et voilà, j'ai oublié son nom, voilà, Elda, j'ai déjà oublié son nom, Elda qui arrive. Et je dis le nom Big Five, pourquoi Parce que c'est très simple, ce qui fait le charisme et j'ai envie de dire l'affection qu'on porte au Big Five d'origine, à savoir ceux de l'Arc Sanctuaire, Seiya et compagnie, c'est au-delà du personnage même, de leur personnalité qui déjà en soi sont beaucoup plus développées pour chacun d'entre eux au niveau de l'anime aussi, mais c'est des liens qui les unissent. Là, on a un Big Five qui pop de nulle part. On a Mi qui a été un tout petit peu plus développé, et je dis vraiment un tout petit peu. Katia, vraiment survolée. Xiaolin, en gros, on n'en sait quasiment rien. Et Elda, ça a été bien sûr complètement ridicule. Hormis qu'elle a un permis moto, on n'en sait pas plus. C'est vraiment introduit à la zob. Et du coup, il n'y a pas spécialement de sympathie envers ce groupe. Franchement, l'arrivée du Big Five, c'est un peu l'arrivée du Big Five, quoi. C'est un petit peu plat. Tu sais que ça va pas résoudre grand-chose puisque elles n'ont pas été introduites spécialement, etc. Je vois pas trop ce qu'elles pourront faire, tu te le dis d'entrée. Je veux dire, c'est vraiment mal amené, on le savait, et ça génère pas spécialement de sympathie avec ce groupe. Bien entendu, elles se font balayer, elles attaquent Eris un peu en groupe. Hein. On a juste le temps de voir que Mi apparemment dispose déjà d'une 3e technique, ce qui prouve bien qu'on n'a pas développé le personnage. Hein. On la voit utiliser une fois son Aqua Splash, une fois son Milestorm, 2 fois son Milestorm, et là apparemment elle utilise une 3e technique. Enfin bref, elles se font balayer, c'est bien triste, mais au final on s'en fout, vu que les personnages ne nous intéressent pas plus que ça. Et là, petit switch, comme d'habitude, l'épisode est découpé en 2 grosses séquences. La première séquence, ce sera bien sûr le combat des Big Five Santia, Athena, Shoko, Eris. Et de l'autre côté, on a le retour de Saga, Aeolia et Milo qui se battent entre eux. Du coup, je vais l'appeler le combat à 3000 ans parce que 2 scènes qui se battent ensemble, 2 Gold scènes qui se battent ensemble, ça fait 1000 ans. 3, je sais pas trop comment on multiplie. Donc voilà, ils sont partis pour 3000 ans de fight à se foutre sur la gueule. Ça va être assez sympa. Bref, on apprend au cours de l'épisode, mais en grande partie à ce moment-là, que c'est ce combat entre 3 grands cosmos, bien entendu, hein, 3 Gold Synth, qui se mettent sur la gueule, qui renforcent l'Éden Noir. L'Éden Noir, on l'a bien compris, absorbe l'essence, la puissance des conflits. Donc bon, on a un petit combat assez sympa. Franchement, on a un petit diorama aussi, un petit diorama fanservice de nouveau du Big Five qui se bat au sanctuaire, ça c'est vraiment un petit peu souligné. Il y a moins de fanservice dans cet épisode, on y reviendra aussi. On a du Lightning Plasma, on a du Scarlet Nidaru, on a du Galaxian Explosion à gogo. Et voilà quoi, on a un combat qui se déroule de manière assez classique à la Saint Seiya, un peu de blabla, un peu de combat. Mais je trouve que ce combat des Gold est assez bien fait.
Donc ce combat se passe un peu au centre de l'Éden Noir, si on peut dire. Et de l'autre côté, eh bien, on revient au combat de Kyoko contre Eris. Et cette fois-ci, c'est Regal et Mayura qui apparaissent dans le combat final, qui arrive. Apparemment, Regal a sorti Mayura de la dimension dans laquelle elle était bloquée, ce qui en fait le plus grand schizophrène de l'anime, puisqu'il est très peu développé aussi, qu'on ne comprend pas bien ses liens. Il change de veste à peu près à chaque épisode, donc ça peut être un peu compliqué de cerner ce personnage seulement avec l'anime. Un des gros soucis majeurs, malheureusement. Mais il est là, Regal arrive, Mayura arrive. Ils se font bien sûr balayer en 2-2 aussi. Rien de très intéressant à ce niveau-là, si ce n'est que ça déclenche El Famoso Buff Courage, j'ai envie de dire, des Santia, qui, prise d'une volonté propre extrêmement forte et aidée par la volonté d'Athéna, se relève et attaque Eris. Je pense qu'une grande partie du budget animation est partie dans cette séquence-là, parce qu'elle est assez bien faite, c'est assez bien rythmé, etc. J'ai trouvé ça plutôt sympa. À ce niveau-là, ça rend même assez bien, cette petite partie du combat. Ça rappelle un peu le générique original, où on voit le Big Five qui utilise chacun un petit peu, qui apparaît comme ça, avec le plan séquence qui s'enchaîne comme ça. Ça ressemble un petit peu à ça. J'ai trouvé cette séquence-là, particulièrement, c'est quelques secondes, vous me direz, mais c'est sympa. Bien entendu, elles arrivent à toucher Eris à ce moment-là et à libérer en quelque sorte Athéna. Du moins, Eris lâche la pomme d'or. Je rappelle qu'à la base, c'est la base de son pouvoir. Elle est enfermée là-dedans, etc. Donc, elle libère Athéna des racines, qui ne sont pas celles de Athée, qui sont au final les racines d'Eris. Et Eris devient bien vénère. Elle balaye toutes les Santia, Easy Love bien sûr, sauf Kyoko. Et Athéna a droit à un petit flashback de force, de courage, de pique-nique et de volonté. Elle revient en mode combat, en mode super buff, et elles attaquent simplement avec d'ailleurs, je souligne ça, un plan très très moche, un plan des Santia couchés comme ça, ouais, c'est hyper symétrique, c'est vraiment pas travaillé, c'est un petit peu dommage, mais voilà quoi, elle revient pour aider Shoko à affronter Eris. Et là, on a, je pense, un des combats les plus what the fuck de nouveau, parce qu'il se passe beaucoup trop vite. D'une part, on a la confirmation de l'intrigue par Athéna, qui affirme que oui, elle n'a pas la solution, on ne peut pas combattre Eris, parce que la combattre, ça veut dire créer un conflit, et créer un conflit, c'est alimenter l'Éden noir, comme j'ai dit, en soit que le plan d'Eris est vraiment sympa, si tu t'en tiens simplement à ça, mais elle dit surtout qu'elle n'a pas de solution. Et là, Shoko, peut-être inspiré par Shiryu, décide d'enlever son armure et d'approcher Eris, avec quelque part la force narutoesque de l'amour et de la volonté. Bon, c'est le genre de scènes qui ont leur place dans l'univers Sanseiya, ça existe. Elle avance, elle sert Kyoko, excusez-moi, Shoko sert Shoko bien entendu, et grâce au pouvoir de l'amour, quelque part, elle lui extirpe Eris en mode serpentard, de nouveau, le retour du gros serpent, le serpent qui réattaque Shoko, toujours sans son armure, qui protège Kyoko, qui essaye un peu de prendre possession d'elle au final, l'armure du petit cheval d'Equelus, qui donc était par terre, puisque Shoko se l'était enlevé et un peu en mode je vais pas t'attaquer, vous voyez, pour approcher Eris sans créer de conflit, tout ça, qui reconnaît encore une fois Shoko, qui retourne sur elle. Shoko arrive à virer Serpentard, Equalus Ryusenken, grosse météore du petit cheval, elle lui péta la gueule, et grosso modo, Eris est vaincu. Le combat est bordélique parce que ça se passe beaucoup trop vite. De nouveau, on ne comprend pas forcément les intentions de chacun. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe. On ne comprend pas au final pourquoi est-ce que Shoko arrive à extirper Eris de Kyoko. Oui, l'amour, la volonté, tout ce que vous voulez, c'est un peu un raccourci scénaristique assez facile. Il y a quelques petites références, notamment je trouve le moment où Shoko saisit Kyoko par derrière, qui rappelle bien sûr l'envolée de Seiya, ou alors la technique de Shiryu pour Bachura, etc. Phoenix le fait aussi dans Abel, je crois. Voilà, enfin c'est un peu ça, j'ai trouvé ça à la limite un petit clin d'œil disséminé comme ça. Ça va, ça c'était pas gênant du tout, mais ce combat va beaucoup trop vite. Parallèlement à ce fight, eh bien, on a le combat des 3 golds qui continue, mais du coup, comme Eris est vaincu, Saga devient logiquement, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris dans un premier temps, moins puissant. Il se fait battre sans trop de soucis par Milo et Aiolia dans un combat assez sympa, même si de nouveau tout ce combat au niveau des graphismes c'est complètement inégal. On a des plans très très bien faits et des plans très très mal faits, très très moches. Et je dis bien des plans parce qu'au niveau animation c'est pas vraiment ça. Ils en profitent en même temps pour détruire le cœur, en mode Scarlet Nidar, oui, une scène assez sympa où vraiment ils laserdisent le truc, ok, voilà. L'Éden noir est un petit peu
mort, clairement, il va exploser. On a droit à un dernier coup de fanservice avec Aldébaran au sanctuaire, qui le défend contre les derniers chevaliers fantômes qui se font terrasser, bien sûr. On a les deux Shadow Silver, hein, Rouan de la Croix notamment, et le deuxième, je me souviens vraiment plus son nom, qui était là en fait, qui était pas loin, qui s'approchaient pour aller se battre. Donc eux, on les a laissés un petit peu en arrière-plan tout le long. On nous a montré qu'ils existaient, mais surtout qu'on voulait ni les intégrer, ni trop les développer. Donc voilà, on voit Mu bien entendu, et on voit Shaka. Un petit plan sur Shaka qui dit « S'est-il enfin éveillé ?» Et là, de qui parle-t-il? Mais qui que quoi donc? Eh bien, nous sommes donc à la fin de l'épisode, vous l'avez bien compris. D'un côté, Athena est en mode pique-nique, les Santia sont super contentes, Choco regarde l'horizon en mode « Allez ma sœur, je combattrai pour toi », les Gold Saints, à part Shaka, ont l'air assez contents de ce qui s'est passé. Et à côté de ça, il va falloir attendre le post-générique. La fin de l'épisode se termine comme ça, c'est assez abrupt, c'est pas fantastique. Franchement, j'aurais pu, je trouve, gérer un petit peu mieux la fin. Il y a le générique de fin, et à la fin du générique, scène post-générique, où on voit la pomme d'or qui trace dans l'univers, et qui est stoppée par une main. C'est la main, on le voit tout de suite, de Arès, le dieu de la guerre, le prochain ennemi des Santia. Si saison 2 il y a, on va en reparler. Je trouve l'armure en mode Gundam assez classe de Arès. Franchement, là on va pas se mentir, au niveau graphisme, je trouve qu'il est au niveau esthétique, je trouve qu'il est super cool. Ils se sont fait assez plaisir. Fin de l'arc 1 de Santia Show. On va donc terminer cette première série de review en concluant un petit peu en parlant de l'épisode, mais en parlant aussi de manière générale de la série animée. Comme je le disais, l'épisode est à la hauteur du reste, notamment des derniers épisodes qui nous ont été proposés. C'est-à-dire que c'est pas nul, mais c'est de loin pas formidable. C'est surtout vraiment inégal, trop rapide. Celui-là est un peu mieux rythmé, je trouve, que le reste, mais en partant du constat que déjà il manque la moitié des pièces du puzzle dans les épisodes précédents, c'est très difficile de tout emboîter dans celui-là si on n'a pas lu le manga en parallèle, et encore ça s'éloigne vraiment. Les défauts de la série inhérents sont de retour. Comme je l'ai dit, je pense au développement des personnages complètement passés à la trappe. Les combats sont un peu plus soignés, même si l'affrontement Shoko-Kyoko est assez décousu. Les scènes s'enchaînent un peu vite, on a un peu du mal à comprendre les tenants et les aboutissants. Au final, ça va. Les combats des 3 Golds, je trouve, particulièrement rend bien. La petite phase du combat Big Five Eris est assez sympa. Au niveau fanservice, il y en a un petit peu moins, ou du moins, il est moins voyant. Il est un petit peu plus disséminé au sein de l'épisode. Il est quand même existant, hein, ils se sont quand même fait plaisir. Au niveau rythme, je l'ai dit, si on aimait le fait que la plupart des personnages pop de nulle part, qu'on ne comprend pas les liens entre eux, il est mieux. C'est vraiment un épisode qui est meilleur, cet épisode 10, que les 9 autres, je trouve, au niveau du rythme. Globalement, cet animé Sanseiya Santia Show, pour moi, c'est une déception. Pourquoi? Ils avaient juste toutes les cartes en main pour bien faire. Et au nom du sacro-saint pognon, au nom de la mythe clause, ils ont amputé la moitié du manga pour faire tenir tout ça sur 10 épisodes. Les mecs le savaient que c'était trop court, ils devaient le savoir, c'était forcé. C'est vraiment, vraiment dommage. Il fallait prendre de temps, il fallait demander aux fans, il fallait s'intéresser à la base, à ceux qu'attendaient les fans. Il fallait créer aussi une nouvelle base de viewers. Et ça, c'était selon moi le but prioritaire. Il fallait redonner ces lettres de noblesse à Sanseiya. Et tout ça, malheureusement, c'est clairement raté avec Santia Show. Certes, des fans, moi notamment, je ne le cache pas, ont certainement passé un bon moment. J'ai quand même passé un bon moment en regardant ces 10 épisodes et en lisant le manga en parallèle. Il n'en reste pas moins que Sanseiya continue sa chute abyssale pour devenir une licence de niche qui se destine de plus en plus uniquement aux fans hardcore et qui délaisse complètement là d'où il vient, c'est-à-dire quand même une pop culture vraiment, vraiment permanente et qui se dilue à tous les niveaux d'âge et de société. Et ça, c'est vraiment dommage. Est-ce qu'on doit vraiment y croire? J'ai envie de dire Netflix, on verra bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like. On attend impatiemment la suite. Je cours bien sur l'actualité de Sanseiya. Dès qu'il y aura des news sur Netflix, dès qu'il y aura des news potentielles sur un nouveau Santia Show, un nouvel arc Santia Show, mais vraiment je doute, ou pourquoi pas une adaptation, ce qui serait beaucoup plus intéressant, de Origins. On verra bien. Les amis, je vous dis à très bientôt, très bon week-end. Ciao à tout le monde.